Vous écoutez France Culture. Les vendredis de la philosophie, notre sujet, les déclinaisons de Lucrèce. Comment lire Lucrèce ? En poète ? En philosophe ? Les deux ensemble ? Comment le comprendre enfin pour lui-même ? Non pas en médiocre suiveur latin d'Épicure, non pas en naïf matérialiste que dépasseront les Lumières ou les marxistes. Reconnaissons enfin l'originalité et l'inventivité de Lucrèce. Qui mieux que lui a pensé l'absence d'origine première, la conjonction du hasard et de la nécessité, la pluralité des mondes ? Ces intuitions scientifiques n'ont pas à être évaluées sur le seul terrain de la connaissance, car elles proposent en même temps une éthique de la liberté et de la sérénité. Vaincre la peur des dieux et de la mort, se passer des illusions de l'au-delà, apprendre le vrai bonheur. Lucrèce assume ses enseignements avec une radicalité aujourd'hui méconnue. Alors pour en parler, j'ai invité André Comte-Sponville, philosophe, Alain Gigandet, professeur de philosophie à l'Université de Paris 12, et Jean Salem, professeur de philosophie à l'Université de Paris 1. André Comte-Sponville, vous venez de faire paraître Le miel et l'absinthe, poésie et philosophie chez Lucrèce. Et je disais, voilà, est-ce qu'on pourrait pas peut-être d'abord dire en quoi Lucrèce est singulier ? Permettez-moi de citer une introduction que j'ai retrouvée sur un vieux classique au texte donc, de Lucrèce, de la nature, et qui dit ceci, c'est une préface en GF pourtant, ce qui chez Épicure était hypothèse ingénieuse, vision provisoire du monde, comme le sont les systèmes chez les grands philosophes de la Grèce, devient avec Lucrèce une foi de charbonnier. L'esprit balourd des Romains, confronté avec les plus fins métaphysiciens de l'univers, ne pèse nulle part d'un si bon poids que dans le De Natura Rerum. Alors, bon, je n'aurais pas la cruauté de citer son auteur, mais quand même, on voit bien là qu'il souffre d'une sorte de dévalorisation donc, dans l'histoire de la philosophie. Dans ce texte-là, dont j'ignore l'auteur, manifestement, dans l'histoire de la philosophie, ça n'est pas si vrai. Ça n'a d'ailleurs jamais été. Lucrèce est l'un des auteurs que Montaigne cite le plus souvent, toujours admiration. Lucrèce était l'un des maîtres de tous les philosophes du XVIIIe siècle, les Lumières, et aujourd'hui, il est placé très haut au panthéon de la philosophie, y compris par des gens qui ne partagent pas ses idées. Je me souviens que Pierre Boyancé, donc l'un des grands spécialistes de Lucrèce il y a quelques décennies, disait au contraire que Lucrèce, c'est le cas très rare et peut-être unique d'un disciple d'Épicure, qui ne soit voulu qu'un disciple et qui soit en même temps un génie. Et l'une des singularités de Lucrèce, c'est ça, c'est d'abord d'être un génie, c'est d'être un disciple, et c'est d'être les deux à la fois. Et ça, c'est tout à fait formidable. Deuxième singularité et deuxième paradoxe de Lucrèce, c'est qu'il est poète et philosophe. Et génial poète et très grand philosophe. Là encore, c'est un cas à peu près unique. Il y a eu d'autres poètes qui ont touché à la philosophie, Horace dans l'Antiquité, Victor Hugo finalement au XIXe siècle, mais qui ne sont pas de grands philosophes. Il y a de grands philosophes qui ont touché à la poésie, comme Nietzsche en Allemagne, Jean-Marie Guyot en France, mais qui ne sont pas de très grands poètes. Être un immense poète et un immense philosophe, c'est une deuxième singularité. Troisième singularité, et à nouveau troisième paradoxe, c'est que c'est un poète épicurien. Et ça, c'est très étonnant parce que, comme vous le savez, Épicure se méfiait terriblement de la poésie, sans doute parce qu'il la trouvait trop liée à la mythologie, à la superstition, à l'imaginaire. Toujours est-il qu'il en déconseillait l'usage et la pratique à ses disciples. Or, il se trouve, paradoxe, que son plus grand disciple ait exposé l'épicurisme en hexamètre dactylique, c'est-à-dire le grand vers de l'épopée latine. Quatrième paradoxe, et je m'arrêterai là, c'est que sur la philosophie, qui est sans doute la philosophie la plus sereine, la plus lumineuse, la plus heureuse peut-être de toute l'Antiquité, qu'est l'épicurisme, Lucrèce a écrit le poème le plus sombre, le plus angoissé, le plus tragique. Et c'est sans doute ce qui donne à l'exposé lucrétien de l'épicurisme sa singularité. Pas du tout que ça réfute l'épicurisme, comme certains sottement l'ont dit. C'est au contraire parce qu'il est angoissé
qu'il a besoin de l'épicurisme. Autrement dit, il est très fidèle à la conception épicurienne et plus généralement antique de la philosophie, qui veut que la philosophie soit une thérapie, une médecine, c'est la médecine de l'âme, et c'est justement parce qu'il souffre, parce qu'il est angoissé, qu'il a besoin de philosopher, bien loin que ça réfute l'épicurisme, au contraire, ça le justifie. Jean Salem, vous êtes un des meilleurs spécialistes du matérialisme, de l'Antiquité jusqu'au matérialisme les plus récents. Alors, comment, dans l'atomisme antique, donner une place singulière à Lucrèce par rapport à Démocrite et Épicure, que vous avez aussi beaucoup étudié? Eh bien, je dirais que, d'abord, il n'a pas une place très singulière à mes yeux, en ce sens que Démocrite, Épicure, Lucrèce, c'est un triptyque que je n'ai pas inventé, qui a été pratiqué et analysé et commenté par beaucoup avant moi, si j'ose dire. Les trois grands atomistes de l'Antiquité gréco-latine, les latins étant commencés en philosophie, en général toujours des disciples des Grecs, Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, Épicure, 3e, Lucrèce, 1er siècle avant Jésus-Christ, forment à l'évidence un bloc, qu'on le veuille ou non. Et pour ce qui est de la question de la balourdise imputée à Lucrèce, moi j'aurais la cruauté de le dire par un traducteur que je trouve assez mauvais, qui s'appelle Clouard. C'est lui, oui. C'est lui, on l'a reconnu. Je déconseille d'acheter son édition, d'autant que Garnier-Flammarion a édité celle de Madame Cany-Turpin, qui est excellente, on est tous d'accord ici. C'est tout de même un thème assez classique chez ceux d'en face, je ne sais pas si Clouard est en face ou s'il est dedans, de dire qu'il y en a un qui est plus balourd que les autres. Démocrite, on le fait passer parfois, même chez des interprètes de talent, pour une sorte d'idéaliste qui considérait que les atomes étaient des sortes d'entités plus ou moins mathématiques, en tout cas tout sauf des grains de matière. Et Épicure aurait été le balourd, le premier balourd, qui aurait considéré qu'il s'agit bien de grains de matière. On a d'ailleurs une trace déjà de ce genre d'opposition tout à fait discutable et même infondée dans la thèse que Marx rédige en 1841. Il est encore très hégélien, très jeune, et bref, il n'a pas à lui trouver d'excuses. Il reprend cette sorte de distinction entre des atomes qui ne seraient pas des atomes et les atomes grains de matière, introduits par un Épicure, sinon balourd, en tout cas passant au matérialisme appliqué, donc un matérialisme moins noble que le matérialisme des pures entités mathématiques ou des pures entités abstraites que seraient des atomes dont aucun des trois n'a jamais parlé. J'en viens maintenant à ce qui vient d'être dit, les quatre singularités dont vient de parler André Comte-Sponville. Je suis d'accord sur les trois premières, la quatrième, je suis beaucoup plus réservé. Je veux dire par là que, bien sûr, il y a eu une thèse dans ce que je dis, et comme toute thèse, c'est discutable, mais enfin, on ne peut pas trouver un poil de distance entre les thèses professé par Lucrèce, le poète, et par son maître Épicure. Si je te donne les aurea dicta, si je te les rapporte en vers latin, les paroles d'or de mon maître Épicure, dit Lucrèce, tu auras naturae species ratioque, la vue de la nature et son explication. Et je vais t'enseigner une vera ratio, c'est-à-dire une doctrine vraie, pour traduire le plus platement et le plus simplement possible. Alors, l'idiosyncrasie du bonhomme Lucrèce, le fait qu'il fût certainement angoissé, qu'il y a des inflexions, une sensibilité certainement plus pessimiste que celle de son maître qu'il n'a pas connu, je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais je pense que ça n'a pas lieu d'intervenir trop dans la lecture de Lucrèce, sinon on tombe dans ce que j'ai appelé, avant notre rencontre, une herméneutique schizophrène. On trouve de l'anti-Lucrèce dans Lucrèce, au point que Lucrèce, c'est-à-dire le disciple d'Épicure, disparaît. Et dernier mot, chaque fois qu'on essaie de trouver une thèse qui contredit Épicure chez Lucrèce, on dit une ânerie. Autrement dit, je mets au défi, comme disent les prétentieux, d'en trouver une, puisqu'on trouve toujours un texte d'Épicure ou un témoignage sur Épicure qui nous dit qu'en fait Épicure avait déjà dit ce qu'on croit original chez Lucrèce, à titre de
thèse philosophique. Oui. Si vous voulez bien, parce que là, on va vite arriver à une discussion vraiment de spécialistes. J'imagine évidemment que André Consponville voudra répondre à ce que vous venez de dire, Jean Salem, mais bon, évitons peut-être d'en faire vraiment tout d'un coup une discussion très très pointue. Et je crois pour les éditeurs, ce serait bien aussi un peu, malgré tout, d'avancer dans un certain nombre de thèses, alors qu'elles soient vraiment singulières chez Lucrèce ou pas, ou reprises donc d'Épicure. Il faut quand même qu'on essaye de dégager peut-être des arêtes, des points de singularité. Par exemple, je crois, Alain Gigandet, vous pourriez peut-être aussi, je crois, évoquer, même si vous voulez revenir peut-être sur la poésie et la philosophie, cette association, mais sur justement ce matérialisme radical et cette physique que vous avez travaillé, vous, sur la physique et l'éthique de Lucrèce, sur par exemple cette physique de la pensée, parce que c'est quelque chose aujourd'hui, par exemple, de très vivant, cette question-là, de penser l'esprit comme quelque chose de corporel. Est-ce que vous pourriez nous, justement, peut-être dégager quelques-unes de ces thèses si fortes chez Lucrèce ? Oui, écoutez, si vous permettez, je reviendrai très volontiers sur cette question de la physique de la pensée, qui me semble trop souvent quelque chose qui reste en marge des préoccupations des lecteurs de Lucrèce et lucrétiens, alors que il me semble qu'un certain nombre de développements dans les sciences, aujourd'hui ce qu'on appelle les sciences de l'esprit, etc., lui redonnent une actualité d'ailleurs dans laquelle Lucrèce a son rôle critique à jouer. Il faut faire très attention à tout ça. Pas tomber dans une espèce de fantasme des précurseurs. On parle de philosophie et pas de science. Mais si vous permettez, tout de même, je voudrais revenir sur cette question de la singularité et sur cette question... Je vous en prie, à votre tour, alors. Le plus brièvement possible. Parce que, je voudrais dire à Jean Salem que l'originalité en philosophie, la singularité, ne tient pas simplement aux thèses, elle tient aussi aux concepts et à la configuration des concepts qui servent à travailler la thèse et qui donne au fond à la thèse son horizon problématique, et elle tient aussi au développement de l'argumentation et à la création dans l'élaboration de l'argument. Bon. Et on n'est pas très loin du rapport entre la poésie et la philosophie ici. Alors, si vous voulez, je voudrais revenir à des... Justement, donc... pour rester dans ce sujet, et juste mettre mon grain de sel sur mon Lucrèce, si vous voulez, la singularité de mon Lucrèce. Voilà, moi, il me semble que Lucrèce effectue, à l'intérieur de l'épicurisme, une sorte d'opération historique importante, qui va avoir, toujours d'un point de vue historique, des répercussions, qui a une signification qui va déborder, si vous voulez, le cadre même de l'épicurisme, qui met en jeu le rapport des doctrines et leur développement, en particulier dans cette période que l'on appelle hellénistique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette opération ? Bon, André Comte-Sponville l'a rappelé, Lucrèce, c'est un poète, il a un projet d'écriture poétique qui concerne l'épicurisme. D'un autre côté, il y a en effet peu de disciples célèbres qui professent à tel point une fidélité littérale au maître, jusqu'à le traité de Dieu, mais enfin ça rentre aussi dans le cadre de l'école épicurienne et de ses rites. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait ? Il fait deux choses en réalité. Il réécrit la doctrine, et d'abord la doctrine physique, en vers, mais ce sont des vers latins, il traduit. Et cette opération de traduction me semble essentielle, car elle a des parallèles. C'est Cicéron, qui est un contemporain de Lucrèce et qui va l'éditer. Elle va avoir ensuite, en Sénèque, un peu plus tard, là aussi un pendant, si vous voulez, concernant le stoïcisme. Qu'est-ce qui se passe ? Bien, il se passe que, pour la première fois, à travers des gens comme Lucrèce pour l'épicurisme et d'autres, la langue philosophique grecque fait l'épreuve de la traduction, c'est-à-dire que les concepts grecs font l'épreuve de leur universalité. Et je pense que c'est un moment fondamental qui va ensuite déployer ses conséquences dans toute l'histoire, y compris l'histoire de la théologie médiévale, y compris Descartes, etc. Le lexique latin est un problème posé par la traduction de la philosophie. On est dans une situation inaugurale, si vous voulez. Ça commence là. Voilà. Donc je voulais insister sur ce point, et il sait qu'il le fait. C'est-à-dire que quand on, à plusieurs reprises, en particulier dans
prélude. Enfin, c'est un texte qui est répété dans le De Rerum Natura. Dans l'apologie qu'il fait de son propre poème, on y reviendra si vous voulez tout à l'heure à propos de la religion, dans l'apologie qu'il fait de son propre poème, Lucrèce dit bien qu'il suit Épicure, mais il le suit, donc il met ses pas dans les siens, mais il suit Épicure tout en faisant quelque chose de neuf. C'est quand même une sorte de paradoxe étrange. Oui, donc ça, c'est important. Il n'y a pas simplement une sorte de traduction littérale. Le fait d'écrire en latin et aussi en vers change les choses. Change les choses sans changer aucune thèse. Jean Salem a parfaitement raison. C'est-à-dire que Lucrèce est un épicurien d'une orthodoxie absolue. Donc il n'y a pas une thèse, j'en suis bien d'accord, qui les oppose. Mais c'est un poète, ce qu'Épicure n'était pas du tout. Et donc il suit les pas d'Épicure et en même temps il cherche des sources vierges. Il invente quelque chose alors qui relève de l'idiosyncrasie, comme disait Jean, du tempérament personnel, de la singularité, de son génie poétique. Mais justement, ça c'est très intéressant, qu'il y ait une tension entre une pensée épicurienne tout à fait orthodoxe et une poésie qui, à certains égards, résiste, s'oppose, dépasse, régresse par rapport à la philosophie d'Épicure. Ce n'est pas une différence de thèse, c'est une différence de tempérament et de position. Disons-le en une formule, Épicure est un sage, Lucrèce est un poète. Alors, est-ce qu'on peut quand même aborder cette question de la physique de la pensée, cette proposition quand même extrêmement radicale, le fait que il y a effectivement une âme, il y a un esprit, mais qu'ils sont physiques, ils sont corporels, ils sont mortels. Comment comprendre cela aujourd'hui, cette distinction entre âme et esprit? Est-ce que vous pourriez peut-être un petit peu le rappeler, Jean Salem ou Alain Gigondet? Quand je parle de physique de la pensée, il faut l'entendre littéralement. Oui. Lucrèce fait une psychique comme il fait une physique, mais cette psychique est une partie de la physique. C'est d'ailleurs un peu ce que fera Spinoza plus tard, dans un cadre systématique différent, mais avec des ambitions qui peuvent être comparables. C'est ça. Allez-y, oui. Donc, voilà, je voulais dire simplement que Lucrèce... alors... Là aussi, on peut dire, mais oui, mais c'est déjà dans la lettre à Hérodote, on a déjà les linéaments, oui, on a, je dirais, les axiomes. Mais il me semble que Lucrèce, dans l'approfondissement des enjeux de cette physique de la pensée et également dans le déroulement des arguments, introduit des éléments absolument qui sont de l'ordre de la création philosophique. Oui. Par exemple, dans la théorie des simulacres. Oui, mais quand même, sur l'âme et l'esprit, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez quand même rappeler ce que ça signifie pour Lucrèce? Oui, le vocabulaire est un petit peu... le vocabulaire de Lucrèce est un petit peu parfois difficile à bien caler, si vous voulez. Oui. Conceptuellement, il y a animus, il y a anima, il y a mens. Bien, mais il est hors de doute que la mens, si vous voulez, l'esprit, est une partie de ce qu'on pourrait appeler l'âme en général. Simplement, l'âme en général qui est responsable de la sensibilité, essentiellement, dans le corps, est répandue dans l'ensemble du corps pour assumer cette fonction. Alors que Lucrèce dit bien que l'esprit est... plutôt dans la poitrine, non? Voilà, est dans la poitrine et a une, si vous voulez, une consistance. Et ça se voit, par exemple, dans le fait que lorsque les sens sont endormis, dans le sommeil, l'esprit veille et pense, c'est-à-dire qu'il rêve. Oui, et il fait n'importe quoi. Par exemple. Non? Pas forcément. Non, pas forcément. Parce que justement, je crois que c'est un argument des matérialistes de dire, voyez, regardez dans le sommeil, le corps est au repos, donc l'esprit divague, c'est bien la preuve qu'il faut faire davantage confiance Oui, mais on divague aussi, au corps. On divague aussi semblablement dans la vie éveillée, parce que justement, on ignore souvent le témoignage de nos sens. D'accord. Oui, Jean Salem? Oui, je crois d'abord qu'on peut dire ce qui est pour nous évident, pour les auditeurs, que si on devait définir la philosophie de Lucrèce et donc d'Épicure en deux phrases, on devrait dire ce sont des philosophes qui affirment que tout, absolument tout dans l'univers infini est composé d'atomes et de vide, ou de vide. Et d'autre part, ça c'est nouveau par rapport à Démocrite, le plaisir est le souverain bien. À la question des anciens, c'est quoi le bonheur? Quel est le but vers lequel nous tendons dans la vie pratique, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle la philosophie morale également parfois, c'est le bonheur. Deuxième chose, et je ne reviens pas sur la discussion qui a eu lieu tout à l'heure parce que je crois que finalement nous sommes tombés en gros d'accord, je dirais simplement il y a une foule de thèses
nous en sommes donc tous d'accord, absolument fondamentales, qui sont communes à Lucrèce et à son maître Épicure. L'univers est infini, ce qui est tout de même assez extraordinaire dans l'Antiquité, d'affirmer cela, et même après tout au XVIe siècle, ce sera encore. Ouais. Les mondes existent en nombre infini dans l'univers infini. Notre monde est né par agrégation d'atomes qui a la faveur d'une sorte de tourbillon cosmogonique, générateur d'un ensemble organisé. Notre monde est né à un certain moment. Il y en aura mourra par désagrégation. Ouais. Il y en a des foules de mondes dans l'univers infini. Le plaisir est le souverain bien, ça aussi, c'est une thèse absolument fondamentale que Lucrèce prétend démontrer. Après Épicure, la mort est comparable à un sommeil éternel, puisque là aussi il y a dissociation des atomes qui nous constituent, etc. Troisièmement, depuis Démocrite, le père fondateur de l'atomisme en Occident, en grec, et on pourrait dire le plus important des personnages qui a réfléchi sur la question, on considère que l'âme n'est qu'un territoire corporel très particulier, si vous voulez. Elle est faite d'atomes, comme tout le reste, d'atomes qui gigotent beaucoup plus vite que les autres, parce qu'ils sont plus lisses, plus ronds, pas ronds parfaitement, mais un peu plus proches de la rondeur. Ils se faufilent un petit peu partout, plus facilement, et par conséquent, ils s'échauffent beaucoup plus vite, et ils peuvent mettre en mouvement tous les atomes entre lesquels ils se faufilent. Et ils sont absorbés, d'après Démocrite, par l'inspiration et rejetés par l'expiration. Nous sommes donc un peu comme un poisson dans l'eau. L'âme est faite d'atomes et elle fonctionne un peu comme le poisson dans l'eau, si j'ose dire. Et Lucrèce et Épicure, en gros, reprennent cette conception matérielle de l'âme. Notre organisme, c'est la juxtaposition de deux ensembles d'atomes, les uns ayant des fonctions seulement somatiques, et puis d'autres ayant des fonctions mentales. Ils sont les supports de la perception, de l'imagination, etc. Et quatrième et dernière chose que je voulais dire, donc, puisque tout est matériel, de A à Z dans cet univers des atomistes, la perception est un processus matériel, c'est-à-dire ce sont des flux d'atomes. Je vois du mur, je vois le mur, parce que du mur, en ce moment, se détachent sans cesse des pellicules, les simulacres dont on a parlé, qui conservent en gros la structure générale du mur. Et il y a une sorte de comparaison qu'a faite génialement Bergson avec le cinématographe. Au lieu que ça soit dans le plan vertical comme au cinéma, 24 images défilent, j'en vois une, il y a dans le plan horizontal, si vous voulez, un paquet de fines pellicules qui se détachent du mur, et moi je vois le résultat global dans un instant sensible, c'est-à-dire l'image du mur. Tout est matériel dans l'imagination. Est-ce que j'imagine un centaure? C'est que des pellicules de ce genre, détachées d'un cheval ou détachées d'un homme, se sont imbriquées. Oui, les chimères. Oui. Lorsque je pense, ce sont également des simulacres qui, d'une certaine façon, luttent pour l'existence devant mon attention. Et quand je décide de marcher, c'est que des simulacres de marche se sont imposés à moi. Et quand je crois aux dieux, c'est parce que des dieux aussi, faits d'atomes, émanent des pellicules de ce genre, selon les épicuriens. Alors il y a une thèse quand même qui est très forte, je voudrais qu'on l'aborde, c'est celle du clinamen. Parce que bon, c'est une proposition certes physique sur laquelle on peut peut-être gloser scientifiquement, mais qui a des implications très très fortes. Alors je voudrais savoir comment vous l'interprétez. André Consponville, vous dans votre livre, vous dites quand même que voilà, il s'agit aussi d'une pensée de l'indétermination. Alors peut-être rappelons un peu ce que c'est que le clinamen, cette chute des atomes. Est-ce que faut le rappeler avant d'en discuter peut-être, André Consponville. Ce que viennent de dire Alain et Jean, ça se résume au fond en deux formules. Un, Lucrèce est matérialiste, l'un des plus radicaux qui ait jamais existé. Tout, sans exception, s'explique par la matière et le vide, les atomes en nombre infini dans le vide infini. Deux, donc il n'y a pas d'entité spirituelle, il n'y a pas d'âme immatérielle, pas de Dieu immatériel. Les dieux sont aussi matériels que le reste. Deux, c'est un rationaliste. Il n'y a rien d'irrationnel, rien de surnaturel dans le monde. 3, ça vaut donc aussi pour la pensée. Donc l'âme est une partie du corps, évidemment, comme dira Nietzsche, mais Lucrèce le disait déjà. 4, ça vaut aussi pour la liberté. Alors ça nous amène au clinamen. Pourquoi le clinamen? Dans la théorie atomistique classique, les atomes sont censés être mus par leur poids vers un bas qui est une direction absolue. Ça n'est pas notre gravitation à nous, bien sûr. Et donc ils sont censés tomber tous
parallèlement, comme des gouttes de pluie, dit Lucrèce. Mais s'ils tombent tous parallèlement, ils ne vont jamais se rencontrer. Et donc il y aurait une pluie stérile d'atomes qui ne constituera jamais de monde. Alors on pourrait imaginer que les atomes les plus gros, les plus lourds, tombant plus vite, vont rattraper les plus légers, vont les cogner et ça fera des chocs, mais c'était impossible parce que Lucrèce et déjà Épicure intégraient une objection d'Aristote qui avait pensé au fond génialement que dans le vide, tous les corps tombaient à la même vitesse. Si bien que comme le monde existe, il a bien fallu que les atomes se rencontrent. Et comme ils ne se seraient pas rencontrés s'ils avaient continué à tomber tous parallèlement, il faut bien qu'il y ait eu à un certain moment une petite déviation, clinamen en latin, non pas un mouvement vraiment oblique qui paraîtrait à Lucrèce trop improbable, mais une très légère déviation infime, pas plus que le minimum, dit Lucrèce, qui explique l'existence des mondes, mais qui explique aussi l'existence de la liberté. Parce que pour Lucrèce, la liberté, comme pour Épicure, la liberté est un fait d'expérience. Si nous sommes venus dans votre studio ce matin, nous sommes venus librement, volontairement. Alors que si les atomes étaient liés par une chaîne de causalité continue, cela voudrait dire qu'il y a 10 000 ans, nous étions déjà prédéterminés à venir dans votre studio ce matin, ce qui est clairement idiot. Si bien que puisque nous sommes libres... On avait même vraiment envie. Puisque nous sommes libres, il faut qu'il y ait une indétermination. Non seulement une déviation infime qui explique l'existence du monde, mais une déviation indéterminée qui explique l'existence de la liberté. C'est ce qu'on appelle le clinamen, par quoi Lucrèce, mais sans doute déjà Épicure, qui appelait cela, semble-t-il, parenklisis, l'équivalent en grec du clinamen, ont inventé peut-être le premier matérialisme indéterministe. Oui. Et c'est très important parce que traditionnellement, les matérialistes sont plutôt du côté d'une nécessité stricte, d'un prédéterminisme strict, d'une espèce de fatalisme. Eh bien non, Lucrèce nous permet de penser ce que mon maître et ami Althusser appellera un matérialisme de l'aléatoire, qui est aussi et surtout un matérialisme de la liberté. Oui. Donc il y a de la causalité malgré tout, on peut expliquer, mais ce n'est pas une causalité déterministe. En tout cas, il y a une marge de manœuvre ou un petit peu de jeu dans ce clinamen qui permet justement de l'indétermination. Alors, est-ce que c'est pas là, c'est une clé très très forte pour penser effectivement la liberté des sujets? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, Alain Gigandet? C'est une clé très très forte, oui. Mais c'est une clé problématique. Oui. Causalité, certes, vous avez bien prononcé le mot, mais c'est le mot qui fâche, parce que causalité où? De quoi? Entre quoi et quoi? Là, je veux dire, les lecteurs et les interprètes de Lucrèce en débattent quasiment depuis l'Antiquité. Est-ce qu'il s'agit de créer dans les enchaînements d'événements une marge d'indétermination où je peux être moi-même devenir cause de quelque chose ou initier quelque chose disons, un schéma qui se rapprocherait de ce que plus tard on appellera le libre arbitre? Pas sûr que Lucrèce ait cette idée-là vraiment en tête. D'autres ont suggéré que le clinamen qui intéresse notre liberté est celui qui se produit entre les atomes de notre esprit. Mais on peut exprimer une conviction à ce sujet ou une hypothèse probable, mais rien ne permet de vérifier cette hypothèse. D'autres, en particulier un certain nombre d'interprètes anglo-saxons, ont cherché ailleurs la solution, en particulier dans les théories du caractère, dans lesquelles, justement, voilà une originalité de Lucrèce, on en cherchait une. Lucrèce propose une théorie des caractères et souligne le fait que, en effet, chez les animaux comme chez l'homme, nous avons des singularités de tempérament, etc. Mais jamais suffisamment pour que nos mauvaises habitudes soient enracinées de façon à empêcher qu'un acte de liberté, aidé par la doctrine, nous permettent de devenir épicuriens et libres. Ouais. Mais vous voyez, le problème est ouvert. Je viens même de lire l'ouvrage d'un collègue américain, Tim O'Keefe, qui lui nie quasiment qu'il y ait même un schéma de causalité dans le clinamen. Oui. Mais alors, ce qui me paraît aussi très fort, c'est non seulement il n'y a pas de prédétermination véritablement, mais en plus, du coup, je vais plutôt, il n'y a pas de finalisme non plus. Ça me paraît une thèse extrêmement forte qu'on lit dans le texte de Lucrèce. C'est-à-dire que il y a la place pour de l'accident, en quelque sorte. Cette notion d'accident qui permet de dire aussi, du coup, que il n'y a que des usages. Par exemple, il y a un passage, moi qui me paraît absolument incroyable, lorsqu'il dit que les yeux ne sont pas faits pour voir, les jambes ne sont pas faits pour marcher. On en use ainsi, mais donc l'organe ne crée pas la fonction.
Ça c'est, je ne sais pas comment on le reçoit aujourd'hui, mais ça me paraît quand même une hypothèse très très radicale, non, Jean Salem? Absolument, qui est d'ailleurs le passage du chant 4 que vous évoquez, repris partiellement par Spinoza dans l'appendice du livre 1 de l'Éthique. Il use des mêmes mots pour dire que les finalistes mettent l'avant, après ou inversement. Ils inversent le rapport des causes et des effets. Les jambes n'ont pas été faites pour marcher, les yeux n'ont pas été faits pour voir. Pour revenir à ce que nous disions, je rappelle que on a dépensé des torrents d'encre pour savoir si cette théorie de la déclinaison existait déjà chez son maître Épicure ou non. Épicure dont il faut savoir qu'il ne nous reste que 3 lettres, 40 maximes fondamentales, 81 sentences dites vaticanes parce qu'on les a retrouvées dispersées dans la bibliothèque du Vatican. C'est-à-dire pas grand-chose. Mais Épicure sur lequel nous avons des traités entiers et une foule de témoignages, généralement hostiles, écrits par des anciens. Cicéron, Plutarque, etc. Pas de trace tout de même de déclinaison dans l'Épicure directe, si je puis dire. Dans les sources indirectes, au contraire, Cicéron, notamment, et beaucoup d'autres, imputent cette thèse à Épicure lui-même. Mais ça n'est pas grave, parce que Épicure explique clairement, de toute façon, qu'il y a des causes qui sont dues à la nécessité, d'autres des événements qui adviennent du fait du hasard. Et puis, troisièmement, il y a ce qu'il appelle to f et min, ce qui dépend de nous. Donc, la marge d'indétermination dont parlait Alain Gigandé, elle est déjà là. Il y a la place chez Épicure. Théorie de la déclinaison ou pas. D'autre part, donc, Épicure, très probablement, c'est pas grave. Lucrèce, en tout cas, c'est sûr, nous dit qu'il y a 3 causes possibles de mouvement pour les atomes. Le poids. Ils tendent vers un bas absolu en partant d'un haut absolu, ce qui physiquement aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, et ce que Démocrite n'avait sans doute pas eu la balourdise de dire. Bien que plus ancien, Démocrite est souvent scientifiquement plus proche de nous. Il loge d'ailleurs le siège des fonctions supérieures dans le cerveau, alors que les épicuriens le logent dans la poitrine, on l'a dit. Donc le poids. Sinon, dit Lucrèce, à titre de modèle, comme diraient les physiciens aujourd'hui, c'est une hypothèse purement d'école, sinon les atomes tomberaient uti imbres gutae, comme des gouttes de pluie, qui ne se rattrapent jamais. Car les atomes sont isotakeis, ça aussi c'est dans l'Épicure, ils ont la même vitesse dans le vide, dans toutes les directions qu'on peut considérer, notamment celle du haut vers le bas. Donc le poids, qui serait une sorte de poids naturel, les chocs, si un atome en cogne un autre, ça change de trajectoire, et troisièmement, cette fameuse déclinaison qui permet que, au cas où il y aurait eu cette pluie qui n'a jamais existé en fait, car depuis toujours il y a des déclinaisons et des chocs entre atomes, mais s'il n'y avait eu cette sorte de pluie stérile initiale, il aurait bien fallu quelque chose de plus pour qu'enfin les atomes se touchent et composent quelque chose. Jean Salem, permettez-moi de revenir un petit peu quand même sur cette absence de finalisme. J'y arrivais. Pardon, excusez-moi. Je sais que je suis très long, je vais essayer de ne allez. pas l'être, mais troisièmement, je voulais dire que, à mon sens, chez Démocrite, le hasard est un sobriquet de la nécessité. C'est d'ailleurs la traduction d'un mot qui est automatos, qui en grec peut vouloir dire aussi bien le spontané, c'est-à-dire les lois de la nature elle-même qui se déploient, que le hasard. Et chez les épicuriens, nous avons donc cette merveilleuse marge d'indétermination. Moi, à l'époque moderne, puisque je m'intéresse au marxisme, je vous avoue que j'ai toujours été un peu étonné par ces déclarations, par exemple du marxiste russe Plekhanov, qui explique que Spinoza-Marx, c'est un lien en droite ligne, tout est pareil, sur la question de la liberté notamment. Il y a une page assez drôle de Plekhanov qui explique, après tout, regardez les Mahométans, ils croient que tout est écrit dans le grand rouleau, si j'ose dire, et en même temps, ils ont été un peuple qui a conquis des territoires immenses avec un enthousiasme à nul autre pareil. Et de même, chez Marx, la nécessité est totale, absolue, et ça ne nous empêche pas d'être des militants révolutionnaires. Oui. Alors, je sens qu'il y a, à mon sens, une filiation plus tranquille, pour mon idiosyncrasie à moi, entre le marxisme militant et l'épicurisme, entre le marxisme militant et ce type de matérialisme qui laisse une place à ce qu'il faut bien appeler la liberté. Je dirais pas le libre arbitre. Mon dernier mot, ça sera que Diogène d'Enanda, un épicurien tardif, le dit très crûment. Si tu enlèves cette déclinaison qu'Épicure a introduite et que Démocrite n'avait pas repérée, tu n'as plus de place pour la louange
ou le blâme. Tu ne peux plus dire qui Oui. est un homme de bien Voilà. et qui est Alors, un salaud. ça, on va y venir à ça. Ça, c'est un gros problème des matérialistes, bien sûr. introduit par Oui. Sartre. Ça, oui. Bon, mais ça passe par Nizan aussi. Nizan a eu ce type d'interprétation à propos de Lucrèce. Mais sur l'absence de finalisme, c'est-à-dire est-ce que le fait de dire que les yeux ne sont pas faits pour voir, les jambes ne sont pas faites pour marcher, que c'est donc l'usage qui va en quelque sorte déterminer ce qu'on en fait. Ça ne passe pas par le clinamen. Oui. Mais je veux dire, ça passe par le matérialisme. C'est ça. Mais est-ce que c'est ce qui vous permet par exemple de dire, André Comte-Sponville, que on a affaire ici à un penseur existentiel, vous dites, voire existentialiste, c'est-à-dire aussi le fait qu'il n'y a pas de prédétermination du sens même de l'humanité, qu'il y a des usages et que chacun en quelque sorte, forcément c'est la question de l'individualité, mais en tout cas que les êtres humains, en tout cas, s'orientent vers tel type d'activité ou tel type de signification, mais qu'elles ne sont pas prédéterminées et que tout est ouvert en quelque sorte. Il y a un champ des possibles qui est ouvert. Il est temps que je vous laisse parler. Je dis simplement un mot. S'il y a s'il y a des choses qui sont dues à la nécessité, d'autres au hasard, d'autres à ce qui dépend de nous, ça veut dire qu'on oublie régulièrement que les épicuriens parlent tout le temps des lois de la nature. Foedera naturae chez Lucrèce. Ouais. Il y a des lois de la nature, il y a d'autre part du hasard et d'autre part la liberté dont nous parlons. Oui, donc est-ce qu'il y a de la nature au bout du compte? Ça, c'est une question. D'un auteur existentiel ou existentialiste, c'était à propos d'autre chose, plutôt une certaine conception de la condition humaine. On pourrait filer le parallèle à propos de cette théorie de la liberté, sauf que justement, la liberté chez Lucrèce, comme tout, est le résultat des mouvements d'atomes dans le vide. Et donc, ça ne peut absolument pas être une liberté absolue. Ça n'est pas un libre arbitre. Jean Salem a évidemment raison là-dessus. C'est une marge de liberté, parce que justement, la liberté n'est pas tout. Alors, par rapport à la critique du finalisme, si nous avons des yeux pour voir, ça suppose que quelqu'un a pensé la vue avant qu'il n'y ait des yeux. Ça ne peut être qu'un Dieu. Et donc la critique du finalisme, c'est tout bêtement la critique de la religion. Toute pensée finaliste est forcément une pensée religieuse. De ce point de vue, ce qui est très éclairant, c'est que Spinoza, qui au fond est à l'opposé de l'atomisme, puisque l'atomisme suppose le vide que Spinoza récuse, puisque Spinoza est un penseur de la nécessité, l'atomisme a une bonne part d'indéterminisme. Et pourtant, dans une lettre fameuse, Spinoza objecte à l'un de ses correspondants idéalistes. Bien sûr, vous citez Platon, Aristote, ça n'a aucune autorité pour moi. J'aurais été surpris si vous aviez cité Démocrite, Épicure ou l'un quelconque des atomistes. Et comment se fait-il que Spinoza, qui n'est en rien atomiste, se réclame des atomistes? Mais justement à cause de la critique du finalisme. Et c'est pour ça qu'il n'est pas étonnant, en effet, que dans l'appendice du premier livre de l'éthique, Spinoza reprenne presque les mots de Lucrèce pour critiquer le finalisme. Voilà, la critique du finalisme, c'est une critique en vérité de la religion. Nous reprenons les vendredis de la philosophie sur la figure de Lucrèce. On en était resté un petit peu à la question de l'indétermination, de la liberté. Une petite question justement sur ce libre arbitre qui n'a pas de place. Bon, André Comte-Sponville, dans votre livre Miel et l'absinthe, vous dites les atomes ne sont pas libres, mais c'est nous, grâce au clinamen, qui pouvons l'être. Alors, ma question c'est qu'est-ce que c'est que ce nous
au sein d'un univers atomiste? Nous, ce sont les animaux en général, puisque l'exemple fameux, l'un des exemples que donne Lucrèce de liberté, c'est le mouvement de chevaux. Tout animal, mais donc l'être humain, qui est un animal aussi, a cette marge d'indétermination. Alors encore une fois, ça n'est pas une liberté absolue au sens où Sartre pourra la penser. Quand Sartre écrit « Si je suis libre, c'est que d'abord je ne suis rien ». Non, pour Lucrèce, on est toujours quelque chose. On est un corps, on est des atomes dans du vide, comme tout. Mais il se trouve que ces atomes étant indéterminés, ça peut produire une causalité qui, à un niveau structural, fait cette marge d'indétermination, de choix, de spontanéité qu'on appelle liberté. Autrement dit, ça n'est pas une liberté absolue parce que c'est une liberté qui elle-même est l'effet, comme tout ce qui existe, des atomes dans le vide. Alain Gigandet. Oui, Épicure et à sa suite Lucrèce, et Lucrèce de façon plus développée et en se servant des ressources de langue poétique dans ses images en particulier, mais ces images qui sont des arguments, je vais en dire un mot, au fond, a commencé à penser ce qu'on appelle aujourd'hui des propriétés émergentes, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils tiennent le pari du matérialisme, qui est de dire que la sensibilité, nous ne pouvons l'expliquer qu'à partir d'éléments insensibles, la pensée qu'à partir d'éléments totalement dépourvu de pensée, etc., etc. Et simplement, ce sont les arrangements, donc des effets de structure, en somme, ce qu'on appellera plus tard des effets de structure, ce sont les arrangements, les combinaisons, dont il ne faut pas oublier que ce sont des combinaisons dynamiques, ce sont les mouvements qui se composent en réalité, qui font émerger à un moment donné des propriétés telles que la couleur, les atomes sont incolores, des propriétés de sensibilité et bien d'autres encore. Bien. Je voulais juste dire un mot à ce propos, d'ailleurs les arguments de Lucrèce sont extrêmement instructifs à ce niveau-là, ça se situe dans le champ 2, c'est que voilà un bel exemple d'appropriation de la doctrine d'Épicure par Lucrèce le poète, mais d'une appropriation proprement philosophique. Les épicuriens ont un problème épistémologique, ils en ont plusieurs, mais ils en ont un en particulier, qui est que pour penser, pour former le concept d'une chose, nous n'avons comme donnée, comme matière première, que la matière de nos sensations. Là se trouve l'évidence. Et donc, nous ne pouvons fonder une vérité et la vérité d'une pensée que sur l'expérience des sensations. Or, quand je fais de la philosophie épicurienne, et en particulier de la physique, qu'est-ce que je dois penser ? Je dois penser des réalités qui, qu'il s'agisse du vide ou qu'il s'agisse des atomes, sont absolument insensibles, hors de portée des sens. Donc il y a quand même une difficulté épistémologique. Et la solution du problème, c'est que nous formons nos concepts par inférence sémiotique, dit-on techniquement, c'est-à-dire par des signes, c'est-à-dire que nous les obtenons par une sorte d'analogie. Nous transportons des schémas du sensible vers, avec des précautions épistémologiques. Voilà. Que fait Lucrèce ? Eh bien, Lucrèce s'empare justement de cette procédure, si vous voulez, et il fait jouer les ressources de la métaphore, parce que là, la métaphore poétique, si vous voulez, est entièrement capable de prendre en charge ce type de procédure logique, si vous voulez. Et pas forcément d'analogie, mais de translation. Pensez par exemple à ce qu'il fait de la métaphore sans doute démocritéenne des grains de poussière dans un ray de lumière. Bon, voilà, donc je voulais... Bien sûr. Si vous voulez bien aussi, je crois qu'il faut qu'on en vienne aussi un petit peu au Lucrèce intervenant sur des domaines aussi sociaux, des mœurs, de l'éthique. Et évidemment, c'est impliqué, mais sa critique de la religion qui est très forte. Le fait que, quand même, pour lui, la religion est foncièrement un danger, parce qu'elle est vecteur de superstition, d'angoisse, mais même les mythes, en quelque sorte, vous avez travaillé là-dessus, Gigandet, même les mythes, on ne peut même pas les sauver, parce que l'interprétation contribue encore à entretenir ce sacré, non ? C'était, je lis pour les auditeurs quelques lignes du premier éloge d'Épicure, qui se trouve dans le chant 1 au vers 62 et suivant. Dans la traduction donc en alexandrin non rimé de Bernard Pottrat. Alors que sous les yeux, affreusement, sur terre, l'humaine vie gisait, écrasée sous le poids de la religion, qui, depuis les cantons du ciel, montrait sa tête, et, de là-haut, faisait peser sur les mortels son horrible regard, pour la première fois, un grec, homme, mortel, osa lever les yeux contre elle, le premier osa s'y opposer, et rien ne l'arrêta, ni renommée des dieux, ni foudre, ni menace, tombant du ciel grondeur, il n'en eut au contraire qu'une plus vive ardeur, et l'esprit plus vaillant, au point que le premier, en face des verrous fermés à double tour aux huiles de la nature, il fut pris du désir de les faire sauter. Bon, donc,
impressionnant quand même. C'est ça le message philosophique d'Épicure. Et quand Lucrèce reviendra sur le sens et la fonction de l'écriture poétique, eh bien, curieusement, paradoxalement, mais à mon sens, ça n'est pas un paradoxe si on creuse un peu la question, il dira le message qui est le mien, c'est celui de délier, il y a un jeu de mots, religion c'est ce qui relie, c'est celui de délier les liens qui enchaînent l'homme et qui s'appellent religion. Voilà. Alors, est-ce que c'est un penseur, on peut dire Lucrèce, c'est un penseur athée, même s'il dit voilà les dieux existent, mais enfin ils servent à rien. Voilà. Est-ce qu'il est anti-religieux? Non, il n'est pas athée, bien entendu. Il est épicurien, donc il pense que les dieux existent. Mais je dirais que les effets de cette théologie sont des effets d'athéisme, si vous voulez, en ce qui concerne l'éthique, avec peut-être quelques nuances, sans doute. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette critique de la religion, dont André tout à l'heure a expliqué qu'au fond c'était d'elle que procédait l'antifinalisme, elle a des effets partout dans la pensée lucrétienne. Je voudrais juste insister sur un point, mais très, très rapidement. Il me semble que Lucrèce est quelqu'un qui, évidemment, est préoccupé par la religion et donc par la croyance à la religion. Donc c'est un enjeu extrêmement important pour lui de démonter les mécanismes de croyance, ce qui nous fait adhérer à quelque chose, même quand ce quelque chose est destructeur pour nous, si vous voulez, par exemple. Or, il me semble que dans cette optique, la religion est pour lui non seulement un exemple particulièrement nocif et massif de croyance, mais c'est aussi une sorte de modèle. C'est-à-dire qu'en analysant plus finement le processus historique par lequel la religion s'est implantée dans les esprits, les raisons pour lesquelles les désirs, les ignorances, etc., qui font que les hommes ont adhéré à cela, eh bien, on a un bon modèle pour penser d'autres types de croyances, d'autres types d'illusions, et, d'une certaine façon, se mettre en posture rationnelle de les défaire, si vous voulez. Et là, ça va plus loin, donc, vous voyez, que la simple critique philosophique, puisque on rentre dans des opérations éthiques. Et donc Lucrèce, me semble-t-il, cherche les moyens de cette opération éthique. C'est plutôt du côté de Nietzsche, même s'il n'est pas forcément cité beaucoup. Oui, il y a un côté déconstruction, c'est-à-dire là où la religion explique le monde par les dieux, Lucrèce explique ce qu'est devenu la croyance aux dieux par l'histoire du monde et de l'humanité. Alors il est vrai bien sûr que Lucrèce, en tant qu'épicurien, n'est pas athée. Il pense comme Épicure que les dieux sont des êtres matériels et immortels qui existent très loin dans les intermondes. Il me semble, mais encore une fois, les textes d'Épicure font défaut très souvent, et même le De Rerum Natura de Lucrèce n'est pas tout à fait achevé, et beaucoup de spécialistes pensent qu'il manque un passage sur les dieux. Donc, on manque un peu de texte de référence. Le sentiment, malgré tout, que j'ai, c'est que sans qu'il y ait une différence dans le contenu des thèses, il y a une virulence polémique contre la religion chez Lucrèce, plus forte que chez Épicure. Épicure critiquait la religion populaire, critiquait la superstition, bien sûr, mais il me semble qu'il y avait aussi, par exemple, Épicure recommande de célébrer les dieux, de participer à cette espèce de religiosité, si vous voulez. Lucrèce, non. Il y a une... Disons que Épicure n'est pas un penseur religieux, mais que Lucrèce est un penseur irréligieux. Et c'est pourquoi je crois que beaucoup d'auteurs du XVIIIe siècle, notamment les matérialistes, d'Holbach, Helvétius, Diderot, auront pour Lucrèce cette tendresse de cœur parce qu'ils reconnaîtront chez lui, davantage peut-être que chez Épicure, mais encore une fois, les textes font défaut pour une bonne part, cette virulence irréligieuse qui fait partie pour nous aussi de l'esprit des Lumières, tel en tout cas qu'on l'a connu en France. On pourrait rappeler ou signaler aux auditeurs que le rêve de d'Alembert de Diderot, et dans l'esprit de Diderot, la correspondance en témoigne, une sorte de Rerum Natura à hauteur de la science du XVIIIe siècle. D'ailleurs, dans le rêve d'Alembert, il y a quelques éléments, je trouve, assez drôles qu'on trouve déjà chez Lucrèce, par exemple, sur l'analyse du rêve, de ce qui se passe dans le rêve. Il n'y a que les matérialistes, par exemple, pour s'occuper des questions comme la pollution nocturne, par exemple. Il n'y a que pour en faire un objet philosophique. Là, Lucrèce explique effectivement comment ça se passe, comment il y a des simulacres qui arrivent dans le sommeil de l'adolescent qui lui font voir quelques mais c'est terrible. Vénus. C'est terrible parce et puis il souille sa tunique. C'est terrible parce que si vous regardez bien l'économie du texte, oui. C'est ça le modèle de l'amour.
Alors pourquoi c'est terrible? C'est vous qui dites c'est terrible pour ton romantisme. Oui. C'est parce que vous avez un jugement moral, mais alors justement... Non, mais je dis c'est terrible, vous comprenez mon ironie. Oui, parce que l'amour est à la rencontre entre la physiologie et l'imaginaire, entre Absolument. la physiologie, la semence et les simulacres. Et cette première expérience, c'est celle de la pollution nocturne. Oui. Et alors après, parce que après, je précise quand même pour le auditeur que sur la sexualité, il dit attention, il faut pas trop se lier à un objet de désir, parce qu'évidemment, on va là pour le coup, il faut pas. C'est aussi une forme de religion. L'amour est une forme de religion. On va se lier, on va souffrir, etc. Alors que bon, il vaut mieux en quelque sorte laisser la semence se disperser là où elle trouve en quelque sorte à se satisfaire. Parce que amour, c'est ou mort. Amor, c'est ou mort dans le texte de Lucrèce. C'est-à-dire le jet de la semence qui s'est accumulée dans l'organisme et qui doit s'évacuer. C'est un, si vous voulez, parmi les besoins, c'est un besoin un peu particulier. Les autres besoins sont plutôt de restauration, si vous voulez. Celui-là est de trop plein. Excusez le caractère poétique de l'image, mais et c'est bien ça le problème, c'est que son objet ne peut être que par raccro. C'est quand même extrêmement moderne. Oui. Son objet ne peut être que par raccro. Mais alors j'ai fait un gros anachronisme, mais alors quoi, c'est un peu du libertinage, ça, donc de nous dire voilà, surtout ne aller chercher tous les objets de désir possibles, mais surtout ne vous lier à aucun. Alors, Jean Salem. J'y pensais déjà au libertinage quand vous parliez de Diderot, qui est l'auteur des Bijoux indiscrets, un des grands romans libertins. Et d'Alembert était connu, paraît-il, pour son impuissance. Et vous remarquez que il parle beaucoup de ces choses-là et il désire énormément Mademoiselle de Lespinasse dans l'ouvrage que vous avez cité. Et évidemment, c'était fait pour faire rire les contemporains. Avec le docteur Bordeux. Oui, les nœuds de la passion amoureuse, de l'amour-passion validi nodi, en latin, nous renvoient aux nœuds dont parlait Alain Gigandet à propos de la religion. L'amour-passion, c'est une sorte de culte totalement déraisonnable, particulièrement déraisonnable, qui s'adresse à une personne dans laquelle nous plaçons tous nos rêves les plus fous. Nous cherchons l'âme sœur qui ne peut jamais être qu'une sorte de photographie composite des rencontres qui nous ont émus. Chez les personnes qui sont susceptibles d'inspirer en nous du désir. Alors les épicuriens considèrent qu'il vaut mieux. Il n'y a pas de prédication, ça n'est pas interdit. Je ne sais pas s'ils étaient amoureux fous, mais il y avait des couples mariés dans le jardin d'Épicure. Mais en tout cas, il vaut mieux, si on fait le calcul des plaisirs et des peines, cultiver la Vénus vagabonde, c'est-à-dire la Vénus des rencontres. Et d'ailleurs, plus on est près de la nature, c'est-à-dire notamment quand on est un jeune homme, tout est écrit du point de vue du garçon, évidemment, chez Lucrèce, on a envie de changer, et si on s'amourage de quelqu'un, nos amis nous invitent à changer l'objet de notre passion, à verser notre liqueur dans n'importe quelle autre jeune fille, plutôt que de rester obnubilé par une personne précise. C'est que si tu veux une image de ce que c'est que le bonheur, dit Épicure, tu regardes les animaux et les petits-enfants. The cradle argument, on dit en anglais, à propos de cet argument du berceau. Ce sont des êtres qui sont des specula naturae, des miroirs de la nature. Et que font-ils? Ils courent au plaisir et ils fuient quand ils risquent d'éprouver de la douleur. Alors, plus on est rassis, plus on est rangé, plus on avance en âge, plus on croit au faribole social, plus on considère que le mariage, le casage, comme on dit, est quelque chose qui nous pose, et ça c'est lié depuis le romantisme, le mariage à l'amour fou, mais surtout, dès l'Antiquité, on a tendance à verser dans cette idée stupide selon laquelle d'une seule personne, alors qu'on a vécu jusque-là sans elle, on peut vivre sans elle après la rencontre amoureuse. D'une seule personne dépend notre bonheur. Qui est bien révolutionnaire. À l'heure où tout le monde veut se marier, c'est vraiment très révolutionnaire. Oui, en tout cas, il y a une sorte de libertinage joyeux et qui ne se présente pas tellement comme transgressif. Ici, on ne s'en prend pas à une église qui serait patronne de tous les mariages. On nous dit que du point de vue du bonheur, c'est plus rentable de ne pas céder à la passion, car il s'agit d'un désir infini, ce qui est à la base de la passion. Je n'en ai jamais assez, je ne suis jamais certain qu'il y a une équivalence des enjeux dans l'amour-passion.
Est-ce qu'elle m'aime autant que je l'aime? Non, et c'est pour ça que je lui demande toute la journée. Bon, pour être libre, il ne faut pas se lier. André Comte-Sponville. Si, il faut se lier, et c'est là que je voulais ajouter, parce qu'il y a assurément chez Lucrèce, comme chez Épicure, une critique de l'amour-passion, 2, une apologie de la liberté sexuelle, là-dessus on est d'accord, mais 3, mais on sera d'accord aussi, bien sûr, une apologie de l'amitié. De tous les biens que la sagesse nous procure, disait Épicure, l'amitié est de très loin le plus grand. Autrement dit, il ne s'agit surtout pas de n'aimer personne. Il s'agit d'éviter d'aimer les gens de cette façon passionnelle, possessive, qu'on appelle en gros l'amour fou. Exclusive. C'est pas une raison pour t'interdire de faire l'amour, et quitte à faire l'amour, autant faire l'amour avec des gens qu'on aime bien, avec des amis, si vous voulez. C'est bien que le livre 4 de Lucrèce, qui est l'un des plus beaux, les questions d'amour, où il y a une description d'un coït de 2 amants amoureux, qui est d'une beauté et d'une modernité bouleversante. Mais ça se termine, finalement, alors je dirais pas par une apologie du couple, parce que c'est une vingtaine de vers un peu courts, un peu décevants par rapport aux 300 vers géniaux qui précèdent. Malgré tout, la place est clairement marquée de ce que pourrait être un couple heureux. C'est-à-dire des gens qui sont amis, qui font l'amour ensemble, éventuellement d'ailleurs en s'autorisant une liberté sexuelle, ça n'est ni dit ni interdit dans le texte. Ils peuvent avoir des enfants. Mais voilà, ils peuvent avoir le sage se mariera et aura des enfants, nous dit Diogène Laërce à propos d'Épicure. Donc voilà, il y a 3 choses, critique de l'amour-passion, apologie de la liberté sexuelle, apologie de l'amitié, y compris, pourquoi pas, dans le couple. Notez d'ailleurs que pour introduire cette dernière partie à laquelle André a tout à fait raison de faire allusion, car elle complète le tableau, Lucrèce commence par un problème qui est en forme de probléma, vous savez, aristotélicien. Est-ce que la femme éprouve du plaisir? Eh bien, et la réponse est oui. Et la réponse est oui, fermement oui. Jean Salem. Au risque de revenir en arrière, je voudrais souligner ce qu'on a dit, mais peut-être pas de façon aussi solennelle. Il s'agit, contrairement à ce que dit Bachelard d'ailleurs dans les intuitions atomistiques, non pas d'une rêverie qui aurait eu la chance d'avoir, même pas des rejetons, mais des sortes d'analogies chez les physiciens modernes. Il s'agit d'un poème en 6 chants, dont les 2 premiers portent sur la physique générale, qu'est-ce que c'est que l'univers et le monde. Les chants 3 et 4, ou les livres 3 et 4, portent sur l'âme, c'est-à-dire ces atomes qui perçoivent, qui peuvent nous faire rêver, qui peuvent nous faire délirer dans l'amour. Et les chants 5 et 6, les livres 5 et 6 parlent de la formation de la Terre, de l'histoire de l'humanité, et puis expliquent quelques phénomènes particulièrement inquiétants qui peuvent engendrer des superstitions, tonnerre, éclair, etc. Un seul exemple, l'existence du vide, elle est prouvée expérimentalement par Lucrèce. Sans vide, il n'y aurait pas de mouvement. Tu prends une pelote de laine, une balle de plomb d'à peu près même volume, tu verras qu'il y a nécessairement du vide dans les choses. Et puis il y a des intussusceptions, des pénétrations, etc. La deuxième chose que je voulais dire, c'est celle-ci. Il y a à l'évidence chez les Lucrèce une sorte d'inquiétude, on revient au point de départ. Oui. Excusez-moi, parce que le temps tourne, c'est une question, c'est peut-être ma dernière question à vous tous, c'est, voilà, inquiétude, André Comte-Sponville, vous dites, voilà, il y a quelque chose de sombre, un peu tragique, voilà. Après ce qu'on vient de dire, on a l'impression au contraire, c'était une espèce de bonheur, de joie de vivre, et en même temps, voilà, il y a une sorte d'inquiétude et de tristesse. C'est là-dessus que j'aimerais vous interroger pour terminer, il nous reste 1 minute. Mais ça fait partie de la vie. Le plaisir et l'angoisse font partie de la vie, le souverain bien, c'est bien sûr le plaisir. Il faut donc combattre l'angoisse par le plaisir. Jean Salem. Le poème se termine bizarrement par une description apocalyptique d'une peste à Athènes. Ça, c'est évident que ça sent l'inquiétude. D'autre part, le chant 5 est une sorte de description des progrès de l'humanité à partir d'une vie bestiale. Et on y parle aussi bien, finalement, de l'inquiétude qui semble avoir habité le bonhomme Lucrèce que de l'inquiétude au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire cet effort, cet esprit d'entreprise qui fait que l'homme découvre ce qui lui permet de ne pas mourir de froid, par exemple, le tissage, etc. Et plutôt que de se demander, à mon avis, si Lucrèce est plutôt Condorcet ou plutôt Rousseau, plutôt chantre du progrès ou plutôt nostalgique, je crois qu'il faut se dire que ce chant 5, pour l'essentiel, il veut montrer que tout s'est passé sans l'intervention des dieux. Et les hommes sont devenus de grands garçons civilisés sans aucune aide des dieux. Qui ne s'occupent pas de nous. Oui, Alain Gégandet, morale du bonheur, morale de la joie ou morale tragique?
Moi, je pense que Lucrèce est quelqu'un qui croit à la capacité de l'homme à vivre heureux. En ce qui concerne le progrès humain, évidemment, sans progrès humain, il n'y aurait pas eu de poésie, il n'y aurait pas eu Épicure, il n'y aurait pas eu la philosophie épicurienne elle-même. Ce qui était terriblement moderne, c'est que c'est une philosophie du progrès sans illusion, c'est-à-dire que, ce n'est pas parce qu'on invente quelque chose de nouveau que c'est un progrès. Ou c'est un progrès, mais peut-être dans le sens matériel, mais l'invention du métal, c'est à la fois la charrue et l'épée. Et nous avons un seul art qui est normatif et qui nous permet justement de dire si c'est un progrès pour le bonheur, c'est la doctrine d'Épicure. Merci pour un bonheur lucide en tout cas. Voilà, je crois que c'est là-dessus qu'on peut terminer. Merci, je renvoie les auditeurs à vos livres. Alors André Comte-Sponville, vous venez de faire paraître aux éditions Hermann Le miel et l'absinthe, poésie et philosophie chez Lucrèce. Alain Gigandet, je rappelle donc le Lucrèce, atome, mouvement, physique et éthique au PUF. C'est un peu, ça date déjà un petit peu. En novembre dernier, j'ai publié avec Pierre-Marie Morel au PUF Lire Épicure et les épicuriens. Merci. Jean Salem, vos 5 variations sur le plaisir, la sagesse et la mort chez Michalon. Vous aviez publié aussi Lucrèce et l'éthique chez Vrin, l'atomisme antique, donc en livre de poche. On retrouvera toutes ces informations sur le site de l'émission. Voilà, c'était les Vendredis de la philosophie, présentés par François Noudelman, avec la collaboration de Marianne Chassor, à la technique Emmanuel Rose, réalisation Clotilde Pivin. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission le 11 juillet. Ce sera en direct du Festival d'Avignon et nous aborderons la question du pathos. Du pathos, du pathos, du pathos, du pathos, du pathos, du pathos.